Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien au Chant des Sirènes, l'émission féminine et féministe de Westrack Radio, en direct, un lundi sur deux de 20h à 21h. Ici, on s'octroie la liberté de parler des sujets qui nous agacent, nous passionnent ou nous intriguent. On se permet de rire et de pleurer parfois, on s'écoute toujours, on s'indigne souvent. On vous partage nos coups de cœur et souvent nos coups de gueule. Les sujets ne sont pas toujours très approfondis, mais ils sont forcément traités avec sincérité. Ici, on vous offre une fenêtre d'1 heure d'intimité, de partage, de bienveillance et de féminisme cru, vrai, en direct. Chaque émission est une échappée pour nous et on l'espère une découverte pour vous. Ce soir plus particulièrement, car le sujet de cette émission est le voyage. Si on regarde la définition du Petit Larousse, on peut définir le voyage comme l'action de se rendre ou d'être transporté en un autre lieu. C'est l'exploration, la découverte, la description de quelque chose qu'on suit comme un parcours. Pour nous, le lien entre voyage et féminisme était évident. Alors ce soir, on combine l'utile et l'agréable, on s'échappe à l'antenne et on vous transporte dans notre monde, celui des femmes féministes engagées et pour certaines voyageuses. Et pour ça, on retrouve autour de la table Pierrette. Salut Pierrette. Salut. Et on retrouve également Tiffaine. Et bonsoir. Bonsoir Tiffaine. Et enfin une invitée qui nous fera voyager pour de vrai, en nous faisant passer par des chemins de traverse, en nous ouvrant les yeux sur la Normandie qu'on croyait connaître. C'est Anaïs Dumortier. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Alors Anaïs est guide conférencière et son truc à elle, c'est de faire découvrir non seulement la Normandie, mais surtout sa Normandie, pour que vous la découvriez, vous en tombiez amoureux et amoureuse, et que vous trouviez votre Normandie à vous. Mais avant d'en savoir plus sur son métier, son parcours, sur sa façon d'appréhender le voyage et de faire voyager les gens, je vous propose qu'on commence à voyager ensemble avec une première news avec Pierrette aux manettes. C'est à toi. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler de la Transat Jacques Vabre, puisqu'on parle de voyage et qu'on parle de femmes. Alors, elles étaient 10 sur 118 en 2019 à prendre le large depuis le Havre. Cette année, elles sont 14 femmes à être parties hier pour la traversée de l'Atlantique vers la Martinique. 14 femmes sur 178 skippers. Donc, on passe de 8,4% à 8,8%. Ouh, on progresse. Parmi elles, il y a 3 duos féminins sur 3 bateaux classe 40 et les autres 8 femmes font équipe avec des hommes en classe 40 en IMOCA, donc ce sont des bateaux monocoques. Pour l'instant, donc il n'y a pas de femmes sur des catamarans ou des multicoques. La voile reste un milieu très masculin et certaines navigatrices le constatent. Voilà ce que disait Alexia Barrier en 2019. Alexia, qui est partie hier en duo mixte et a déjà fait le tour du monde en solitaire. Elle disait « On proposera plus facilement une place à bord à un garçon inexpérimenté qu'à une jeune femme qui a un beau palmarès ». Et c'est ce constat qui a motivé la Transat et la marque Saint-James à lancer le programme Cap pour elle, qui vise à encourager un nouvel équipage féminin. Les sœurs jumelles Julia et Jeanne Courtois en sont les lauréates. Elles sont parties hier sous le marrainage de la navigatrice Clarisse Kremer, qui avait fini 12e au Vendée Globe cette année, signant le meilleur temps féminin de l'histoire de cette course. Donc elle a mis 87 jours pour le tour du monde sans escale en solitaire. Alors, il y a seulement 3 femmes qui ont gagné la Transat. Une française, Karine Fauconnier, en 2017, avec Franck-Yves Escoffier, en 15 jours pour arriver au Brésil. Et 2 anglaises, un duo qui était sur le même bateau, Emma Richards et Miranda Meron, qui sont arrivées les premières en Colombie en 99 en 25 jours. Petite comparaison avec le Vendée Globe. Donc, depuis sa création, le Vendée Globe, en 89, 12 femmes seulement ont pris le départ, au moins une fois, dont 10 l'ont terminé. Alors, sachant qu'il y a environ 50% d'abandon dans la course autour du monde, statistiquement, les femmes réussissent mieux à boucler le parcours que les hommes. Et voilà ce que dit Samantha Davis, qui est une très grande navigatrice qui participe pour la 7e fois à la Transat et qui avait fini 4e du Vendée Globe lors de sa première participation en 2008. Si on peut inspirer les jeunes filles, leur montrer qu'elles peuvent aussi faire ça, une carrière dans la course au large, je suis là grâce à d'autres avant moi et c'est bien que des jeunes soient là grâce à moi. J'essaye de donner tout ce que j'ai eu la chance d'absorber et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc on espère voir plus de femmes lors des prochaines courses à la voile, en particulier ici au Havre, sur la Transat. Trop bien, merci Pierrette. Je ne sais pas si vous avez vu, vous, les départs de la Transat depuis les quais. Depuis les quais, oui, j'imagine que tu ne faisais pas partie des 8,8% de femmes en équipage. Si, mais elle a déjà fini. La plus rapide. Voilà, nous avons avec nous une championne. Je ne faisais pas non plus partie de tous ces zodiacs qui polluaient. Qui étaient
mais nous aurons des très belles images. Voilà. Eh ben écoute, merci, et je propose, avant l'interview d'Anaïs, qu'on s'écoute une petite musique, et je crois que tu nous as préparé une sélection musicale tout à fait thématique. On pouvait pas faire plus thématique, puisque la prochaine chanson s'appelle Voyage, voyage. Alors, évidemment, c'était facile. Donc, quand on dit voyage, on pense directement à Désirless, qui est le nom de scène de la chanteuse Claudie Fritsch-Mentrop, et donc qui, pour la petite anecdote, a passé une grande partie de son enfance au Tréport. Donc, elle est proche de nous. Elle a aussi écrit une autobiographie, figurez-vous, et un manuel de méditation. Et Voyage, voyage, c'est le tube qui l'a fait connaître. C'est une chanson de 86 qui parle à la fois de pays lointains, de découverte, mais aussi de ce que le voyage inspire, ce qu'il symbolise en termes d'évasion personnelle ou d'utopie. Elle dit « Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés, regarde l'océan. Au-dessus des capitales, des idées fatales, regarde l'océan. » C'est beau. On écoute Voyage, voyage de Désirless alors. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les Jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient. Au-dessus des capitales, des idées fatales, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient.
C'était Voyage, Voyage de Désirless. Voyage. Merci Tiffaine. Vous êtes bien dans l'émission Le Chant des Sirènes, l'émission féminine et féministe de Westrack Radio, en direct, un lundi sur deux de 20h à 21h. La sélection musicale subtile de Pierrette vous aura peut-être mis sur la voie. Ce soir, on vous parle de voyage. Alors attention, nous sommes non seulement féministes engagées et voyageuses, mais écolo aussi. Alors voilà, saviez-vous qu'un aller-retour Paris-Sydney émet 6,65 tonnes de CO2 ? Pour le compenser, il vous faudrait donc planter 18 arbres. Un vol aller-retour pour Bali, destination très prisée des touristes, émettra 4,8 tonnes de CO2 en moyenne, qu'on peut compenser en plantant 13 arbres. Alors ce soir, on va plutôt vous parler des arbres, justement, et plus particulièrement des pommiers, car ce sont les arbres normands. Et parce qu'Anaïs, qu'on invite ce soir, c'est la guide conférencière, la femme derrière le projet Anaïs et les itinéraires bis, une façon de voyager en Normandie à travers ses visites guidées, thématiques et adaptées. Et je crois, Pierrette, que tu avais quelques questions pour Anaïs, justement ce soir. Tout à fait. Et moi, si j'ai découvert Anaïs, c'est grâce aux réseaux sociaux, et en particulier à une visite que tu proposais sur les femmes, mais on va en parler. La première question, elle est assez classique, mais le voyage, pour toi, c'est quoi ? Alors le voyage, vous m'auriez posé la question, on va dire, il y a 8 ans de ça. En tant que géographe de formation, je vous aurais répondu destination lointaine, avion, voilà, hein, toutes les images assez classiques et banales au final. Je me suis rendu compte d'une chose avec mon métier, c'est que le voyage, il n'y a pas forcément besoin de faire des kilomètres. On peut faire voyager les gens, même localement, en restant, que ce soit au Havre ou à Honfleur. On les fait voyager aussi dans le temps. Et le voyage dans le temps, c'est permettre aux gens de découvrir. C'est la découverte, en fait, de lieux qu'ils ont l'habitude de fréquenter ou pas d'ailleurs. Des gens peuvent venir des États-Unis, d'Allemagne, voilà. Mais l'immersion dans le temps, c'est aussi le voyage. Et alors, pourquoi as-tu voulu être guide conférencière ? Est-ce que c'était lié à cette envie de faire voyager les gens différemment ? Alors au départ, voilà, je suis géographe et après avoir fait de longues études de géographie, parce que je suis allée jusqu'au doctorat, c'est compliqué en France de trouver du boulot quand on a pas mal de diplômes, malheureusement. Et donc l'idée s'est présentée à moi sans que vraiment, ça a été un peu un hasard, par le biais d'un ami qui m'a mis sur la voie. Au départ, c'était pour travailler au Port Center. Et puis de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à me former. Et parlant anglais, allemand et français, bien évidemment, j'ai commencé à solliciter aussi les tours opérateurs de paquebots. Et puis voilà, et puis d'année en année, j'ai repassé la carte de guide conférencier. Et puis ça fait 8 ans que je pratique ce merveilleux travail que j'adore. Génial. Et tu parlais donc de voyage historique, puisqu'en effet, tu amènes des éléments historiques sur les lieux que tu fais visiter, mais aussi géographiques, parce qu'il y a aussi des touristes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur à la fois comment tu choisis les voyages que tu proposes et comment ça répond aux besoins à la fois des gens d'ici et des gens de là-bas qui viennent ici ? Alors en fait, la difficulté quand on est un guide, déjà, c'est de ne pas ennuyer les personnes. C'est de tout de suite capter leur attention. Et pour ça, j'ai très vite compris que si je refaisais l'histoire de France depuis Astérix et Obélix jusqu'à nos jours, j'allais en perdre. Et encore, en parlant de la Gaule avec Astérix et Obélix, on en capte quelques-uns. Mais refaire toute l'histoire de France, c'était pas le but. Moi, j'aime aborder les choses par le biais de l'anecdote, toujours parler de ce qu'on voit. On a la chance en Normandie d'avoir un patrimoine mais tellement riche à des époques complètement différentes. Voilà, parler du Moyen-Âge, on peut le faire à Honfleur, on peut le faire à Rouen. Au Havre, c'est un patrimoine beaucoup plus récent, mais tout aussi passionnant. Donc voilà, les étrangers, c'est de leur faire comprendre. Alors c'est vrai que si on prend l'exemple du Havre, d'un premier abord, l'architecture des fois fait un peu peur, leur paraît un peu austère. Et le pari que je me lance à chaque fois, et sans être en toute simplicité, mais le pari que je me lance, c'est de me dire, si au bout de 2 heures de visite, ils ont changé de point de vue et qu'ils ont compris, en fait, que j'ai réussi à leur transmettre les clés de lecture pour comprendre le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé là, et qu'ils arrivent à changer leur regard, je me dis que leur voyage sera forcément différent et ils pourront parler de ce qu'ils ont vu
voilà, en ayant compris les choses. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. C'est sûr que quand on les emmène à Honfleur, voilà, le patrimoine parle de lui-même, c'est beau, c'est pittoresque, c'est tout ce qu'on attend de la France. C'est l'image, voilà, il manque plus que la petite boulangerie, et puis c'est ce qu'ils attendent en fait de la France. Quand on les amène, par exemple, au Havre, le challenge est un peu différent. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est réussir à leur faire comprendre les choses, mais aussi voilà, à leur montrer que la France n'est pas qu'un cliché fait de maisons à pans de bois et voilà. Et de baguettes de pain. Bérets et de baguettes. Voilà. Quand on fait des visites à Honfleur, comment on fait pour expliquer la présence de Queen Yaman, de savon, salle de Guérande. Elle ne peut pas Il y s'empêcher. a une phrase toute faite, c'est qu'Honfleur, c'est 8500 habitants, mais c'est 5,2 millions de touristes par an. Quand vous avez dit ça, ils comprennent très bien qu'il faut des restaurants, qu'il faut des magasins de chocolat et qu'il faut des magasins de Queen Yaman. Le sucre, c'est la vie. Et le sucre et le gras. Et le Voilà. beurre. Et voilà. On l'aura bien compris. Et donc, du coup, dans tes balades, est-ce que toi aussi, tu te mets à voyager au travers des retours des gens Ouais, qui participent? j'ai vraiment redécouvert, moi je suis née au Havre, hein, j'ai grandi ici. Le fait de voyager, alors il y a deux choses. Il y a le fait justement de travailler avec la clientèle étrangère qui pour le coup découvre. Ils arrivent là, ils sont jamais venus, ils reviendront peut-être jamais. Et la plupart du temps, ils s'émerveillent. Enfin voilà, ils sont heureux d'être là. Alors surtout que les Américains ont cette facilité à s'exprimer, à être amazing. Tout est amazing. Donc c'est assez facile. Mais en fait, c'est de reconsidérer la beauté des choses. Des fois, on se dit, oh, je vais partir à l'autre bout du monde, voilà, voyager, partir. Oh, c'est tellement beau, oh, le sud de la France, qu'est-ce que c'est beau. Et en fait, quand on les écoute et qu'on regarde à travers leurs yeux, moi, j'essaye, voilà, à travers mon discours, de leur faire passer un message. Mais eux, ils me renvoient énormément de choses aussi parce que avec leur passé, pour parler des Américains, ils ont pas d'histoire. Quand on leur dit que le Havre, c'est une ville jeune parce qu'elle est de 1517 et qu'avant ça, il se passait pas grand-chose ici. Pour eux, déjà 1517, ça fait 25 ans que Christophe Colomb a découvert les Amériques. Donc pour eux, quand je leur dis non, c'est jeune en France, déjà ils rigolent. Enfin voilà, c'est et apprendre on les emmène à Giverny, dans la maison de Monet. Alors on a conscience que c'est un endroit merveilleux, mais à chaque fois que moi je les emmène, je sais que je regarde aussi les choses à travers leur regard. Et des fois, certaines remarques ou certaines questions me font aussi retravailler. Moi, mes tours de Normandie, tous les ans, l'hiver, parce que c'est la saison la plus calme, je les retravaille. Parce que, tiens, c'est vrai, lui, il m'avait parlé de ça, mais au fait, ce serait bien de creuser un peu plus cette question-là. Et puis, ah oui, il m'a fait cette remarque-là, mais c'est pas bête, j'avais jamais pensé à ça. Donc ça, c'est, voilà, avec la clientèle étrangère... et les locaux, c'est intéressant aussi parce que ma plus grande fierté, c'est quand un local au Havre ou à Honfleur, parce que je parle de ça parce que c'est les sites vraiment que je fréquente le plus, je me dis, ça fait 50 ans que j'habite là, j'avais jamais compris ça, j'avais jamais vu ça comme ça. Et là, je me dis, j'ai servi à quelque chose aujourd'hui. Ceux-là, ils sont pas venus pour rien. Gagné. Ah, mais alors, ça, c'est ça, ça veut dire ça. Ah, alors là, franchement, ah, mais oui, mais maintenant que vous m'expliquez les choses, je comprends mieux pourquoi. Et des détails sur lesquels ils sont passés, ils vivent là, ils passent devant tous les jours, ils ont travaillé pendant 30 ans dans la rue et ils n'ont jamais vu ça. Donc voilà, ça c'est aussi le plaisir de ce métier, c'est... Voilà, les approches sont complètement différentes, les publics sont différents, puisque moi je travaille aussi bien avec des enfants de maternelle que des personnes retraitées. Enfin voilà, j'ai vraiment toute la clientèle. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est les différentes approches qu'on peut avoir. Et donc, je disais que je t'avais découverte via des visites dont tu t'informais sur Facebook que tu créais une visite sur les Havraises. Je voulais te demander pourquoi tu as décidé de faire cette visite très thématisée. Alors, les Havraises, ça fait plusieurs années que je l'ai en tête pour plusieurs raisons. Je vais vous parler, mais
Déjà, ce qui m'a permis de le faire, c'est le confinement, clairement. C'est que cet arrêt, ce coup d'arrêt obligatoire dans la profession, le tourisme, on a beaucoup souffert. On n'a pas fini de souffrir, même si les choses repartent un peu plus positivement depuis quelques semaines. On espère que ça va continuer. C'était un projet que j'avais. Le manque de temps faisait que, clairement, je m'y étais jamais mise. Là, je me suis dit, allez, c'est le moment. En fait, mon idée, c'était de me dire, à chaque fois que je faisais le centre-ville du Havre, on va dire que les thématiques demandées étaient souvent les mêmes, Perret, la reconstruction, Oscar Niemeyer. Et je terminais souvent ma visite en disant, en arrivant à l'église Saint-Joseph et en parlant des vitraux et en parlant de Marguerite Turé, donc qui était le maître verrier de l'église Saint-Joseph, en disant, il y a quand même une femme dans cette histoire d'homme. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, cette ville du Havre, on peut pas, c'est pas possible de la faire visiter uniquement. Alors certes, c'est hyper intéressant, hein, je ne dis pas le contraire, mais il y a forcément le moyen de trouver des points d'intérêt dans le centre-ville et de parler cette fois-ci de femmes. Alors je me suis dit, bon allez, je reprends ma carte du Havre, je regarde, je fais des croix sur les lieux d'intérêt, puis je cherche un peu. Et je m'étais dit, sincèrement, au début, il faut que je tienne au moins 1h30. Une visite, c'est à peu près entre 1h30 et 2h. Je risque, va falloir que je creuse vraiment. Et en fait, dès qu'on commence à chercher, on trouve très vite. Et aujourd'hui, j'ai de quoi faire au moins 3 circuits dans le centre-ville du Havre. J'en ai mis un en place. J'espère continuer. Et en fin de compte, j'ai dû faire du tri. C'est un peu familier de dire ça, mais j'ai dû choisir. Voilà, j'ai dû faire un choix pour. Et déjà, ma visite là dure 1h40, donc ce qui est déjà un bon début. Mais voilà. Et en fait, on se rend compte que quand on cherche, on trouve. La seule chose que l'on peut reprocher à la ville du Havre, c'est que certes, le patrimoine, quand on veut aller chercher dans la période avant la Seconde Guerre mondiale, c'est parfois un petit peu plus difficile. Donc, je me dis, je vais m'appuyer aussi sur le nom des rues. Ouais. Mais sauf que le nom des rues, il y a très peu de noms de rues qui portent le... C'est 8%, je crois. Ah, oui, c'est... Ou 8 rues, je sais plus. C'est 8% quand, sur le nombre de rues portant le nom d'une personne, 8% sont des femmes. Oui, c'est ça. Et généralement, c'est plutôt des impasses que des avenues. Voilà, ouais. Et à tel point, ça m'embêtait un peu, mais bon, en même temps, je me suis dit, si je commence à m'arrêter à ça, je vais jamais le faire, parce qu'il y avait des femmes auxquelles je tenais à parler, desquelles je tenais à parler. Il fallait que je m'appuie sur le nom d'un homme pour en venir à la femme. C'est un peu, un peu particulier, parce qu'effectivement, dans le centre-ville, les femmes, il y a Madame Lafayette, oui, j'ai pu trouver, mais voilà, pour les autres, j'ai dû aussi m'appuyer sur le nom d'homme pour dire, oui, alors là, vous voyez, la rue Dikmar, on peut parler donc de Marie Le Masson-Le Golf, qui était une femme des Lumières. Et donc voilà, et j'arrive à dérouler mon fil un petit peu comme ça. Et alors, tu m'as tendu une perche pour te poser la question suivante, puisque je voulais te demander si tu voulais nous partager le destin en particulier d'une des femmes que tu as redécouvertes, qui a un lien avec le voyage. Voilà, alors mon idée aussi dans cette visite, c'était de traverser les siècles et de montrer aussi d'une certaine manière que le Havre n'est pas que 20e siècle. Et donc j'ai pu parler de Madame Lafayette, Madame de Scudéry aussi, qui était une Havraise. Et puis alors j'évoque aussi bien les Havraises de cœur que les Havraises de naissance, que pour moi, aimer le Havre, on peut ne pas être né au Havre et aimer le Havre tout autant qu'une Havraise de naissance. Et là, pour le coup, en m'appuyant donc sur la fameuse rue Dikmar, en plein centre-ville, j'ai découvert qu'il avait été l'instructeur d'une femme, donc Marie Le Masson-Le Golf, qui était née en 1749 et qui était une fille d'un capitaine de navire, donc un milieu social assez aisée. Et elle s'intéressait beaucoup aux sciences, cette jeune femme. Et elle aurait été un garçon à cette époque, elle serait entrée au collège sans aucun souci, mais malheureusement pour elle, c'était une femme. Et donc, son destin a été celui de toutes les femmes de l'époque, c'est-à-dire d'être femme au foyer. Et son père l'a envoyé s'instruire auprès de deux navigateurs géographes, enfin des hommes importants qui ont des rues en centre-ville, Monsieur d'Après-Mannevillette et donc l'abbé Dikmar,
qui ont été ses mentors. Et grâce à ces 2 hommes, elle a pu acquérir un bon niveau de connaissances historiques, géographiques, les mathématiques, l'astrologie. Enfin voilà, elle s'est intéressée à toutes les sciences, des domaines d'habitude réservés aux hommes, bien évidemment. Et elle fera comme ça des communications pour les académies, donc les sociétés savantes qui jouaient le rôle dans la promotion de la pensée des Lumières. Et c'était une belle plume, c'était reconnu par le milieu intellectuel de l'époque. Et puis, alors elle a tenu un journal au début. Alors c'est à peu près le seul crédit aux écrits des femmes. C'était les seuls écrits qu'on considérait un petit peu comme intéressants pendant longtemps. Ça a été les journaux intimes ou les lettres, les correspondances. Et puis elle s'est mise à écrire et elle avait une vraie fibre pédagogique. Donc ça a joué aussi pour elle. Et puis, il n'y avait pas vraiment d'autres femmes intellectuelles au Havre à cette époque. Donc, elle a pu transmettre son savoir, et notamment à travers un ouvrage qu'elle a écrit à partir de 1778, qui s'appelait « Coup d'œil sur l'état ancien et présent du Havre ». Donc, en 357 feuillets et 9 entretiens. Coup d'œil rapide. Voilà. Et elle a dressé une première historiographie du Havre, qui fait encore référence aujourd'hui. Enfin, c'est un ouvrage assez fascinant. Et voilà. Bon, alors, malheureusement pour elle, c'était un trop gros volume. Ça allait faire un peu trop de bruit parce qu'elle n'était qu'une femme, bien évidemment. Donc, pour le publier, c'était trop ambitieux pour l'époque. Pour le publier, elle a amputé son ouvrage. Elle a retenu vraiment et elle l'a appelé Entretien sur le Havre. Donc, voilà. Et là, ça passait mieux puisque c'était une femme qui interviewait des gens. Donc là, c'était plus dans le registre, on va dire, de la femme de l'époque. Et voilà. Mais elle est assez impressionnante. Et voilà, elle est devenue par la suite professeure d'histoire-géographie à Rouen, à Paris. Enfin voilà, elle a un destin assez incroyable pour une époque, et surtout en province. On imagine à Paris que les choses pouvaient être peut-être un peu plus simples, mais en province, c'était certainement pas la même chose. Donc un destin passionnant. Franchement, une femme dont je n'avais... Alors il paraît qu'elle a une rue au Mont-Gaillard, a priori, dont j'avais jamais entendu parler. Marie Le Maçon-Le Golf, moi, je l'ai découverte en faisant des recherches sur Dikmar, justement, parce que ce nom de rue, est vraiment sur le passage du parcours que je voulais faire. Merci. Du coup, on découvre Merci de cette découverte. Une femme. Et ma dernière question pour clôturer cette interview, c'est, peux-tu nous partager le nom d'une femme qui t'inspirait, toi ? Alors ça, c'est une très bonne question. Oui, je te l'ai pas dit en avance. Ah non, celle-là, je l'ai pas sentie. Alors, je voudrais, j'aimerais beaucoup creuser, on va dire, la biographie d'une femme dont je trouve complètement anormal que son nom soit si peu connu. Connaissez-vous Rosalie Le Kozik ? Non. Voilà. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose ? Alors, c'est pas une Bretonne ? Oui, alors le Kozik, oui, elle vient de Bretagne. Non, mais alors, merci d'avoir la prise de risque. Premier indice géographique. Alors, elle est née au Havre, mais elle est issue d'une famille bretonne, effectivement. Alors, moi, je pense soit à une question d'élection, soit à une question de sardine. Non. Alors, non. Mais c'est une enquête en direct. Non, alors Rosalie Le Kozik, elle était née au Havre en 1903 et elle a été, si on veut être tout à fait réducteur, et les premières informations que j'avais trouvées sur elle, c'était la bonne du curé de l'église Saint-Joseph. Voilà, ça c'est la manière très réductrice de parler d'elle et de la présenter. Et malheureusement, et c'est souvent sous ce raccourci qu'elle est présente dans l'histoire du Havre. Et au final, c'est une femme, mais qui a été précurseur, qui a un destin assez extraordinaire. J'aurais pas le temps de... Mais j'aimerais, mon idée, et notamment donc en tant que fameuse bonne du curé de Saint-Joseph, c'est grâce à... Enfin, il s'est passé beaucoup de choses, et la reconstruction de l'église, elle a activement participé à ce projet. Et j'aimerais beaucoup... d'abord, j'ai lancé un appel à la ville du Havre pour qu'une rue porte son nom. J'ai même proposé ma rue à moi pour rebaptiser ça. Prête à tout. Hein. Mais c'est une femme assez extraordinaire et qui, par chance, a laissé... Elle écrivait beaucoup, elle a écrit toute sa vie. Et elle a tapé à la machine sa biographie qui s'appelle « Contre vents et marées ». Il y a quelques exemplaires qui circulent au Havre. J'ai eu la chance de pouvoir mettre la main sur un de ces exemplaires il y a quelques années. Et j'aimerais beaucoup pouvoir travailler sur elle. Pourquoi pas faire une visite sur elle. C'est une femme qui est décédée dans les années 90 et à qui on doit énormément de choses. Et il serait temps
de remettre un petit De peu les réhabiliter choses. un peu Voilà. les- Parce que parler de l'abbé Marie, certes, c'est une chose, parler de Perret, parler de tout ça, mais Et où sont les femmes voilà. de Mais où sont les Marguerite, femmes Rosalie, Rosalie Le et les Cosic, voilà, est une Merci femme. beaucoup Anaïs. Et donc je rappelle le nom de ton projet qui s'appelle les itinéraires bis d'Anaïs que vous pouvez suivre sur Facebook Et Merci. Instagram. et Instagram. Et Instagram partout. Trop chouette. Et ben merci. Alors je vous propose qu'on s'écoute une petite musique pour que les gens aient le temps d'aller chercher sur internet les itinéraires bis d'Anaïs. Et Pierrette, il me semble que c'est encore très subtilement que tu nous proposes une chanson sur la thématique du voyage. Tout à fait, mais c'est aussi une manière de vous faire découvrir une compositrice et autrice, Lola Lafont, qui est une figure forte, pour moi en tout cas, du féminisme, de la littérature et de la chanson. Elle a écrit plusieurs romans, certains autobiographiques sur le viol ou sur son engagement dans les milieux anarchistes et antifascistes, et d'autres sur des femmes qui l'ont marquée, comme la gymnaste roumaine Nadia Comaneci. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est celle qui a eu le premier 10 sur 10 en compétition internationale. Donc je ne peux que vous recommander ces livres qui sont d'une force et d'une pertinence impressionnante. Elle a publié aussi 2 albums puisqu'elle est aussi chanteuse avec des chansons engagées, poétiques, envoûtantes, je trouve. Et donc cette chanson qui s'appelle Voyager légère parle du voyage, mais du voyage comme chemin de vie et du besoin de sortir des attentes de la société. Elle dit « Si je disparais, qu'on me laisse juste un petit peu égarée ». Et je trouve ça très poétique. Donc c'est vivre comme on voyage au hasard et aussi en connexion avec soi. Donc Voyager légère de Lola Lafont. Je te laisse ce matin notre histoire sans sous-titres. Tu me voulais moins errante, plus à température ambiante. J'en ai passé des jours comme il se doit. J'étais la fille de carbone, imprimée de temps d'il faudrait, déguisée à en trébucher. Moi je préfère voyager légère, l'épitaphe pourrait me plaire. Cheminer en zigzagant, sûr de rien pour le moment. Moi je préfère voyager légère. Si je disparais, on me laisse juste un petit peu égaré. Je propose qu'on envisage de redéfinir la lumière, qu'elle s'avance plus doucement, que le matin vienne au couchant, ouvrir grand les bras quand le vent frappe au cœur, réparer les heures éteintes, puis aimer à la renverse et s'endormir en sandales. Moi je préfère voyager légère, l'épitaphe pourrait me plaire. Cheminer en zigzagant, sûr de rien pour le moment. Moi je préfère voyager légère. Si je disparais, on me laisse juste un petit peu égaré. Passe beaucoup plus de temps sous la terre que sur elle, sous leur mot d'ordre fané. Vivent nos désirs défroissés, j'en appelle aux singulières, sans descendance ni propriétaire.
C'était Voyager légère de Lola Lafont. Vous êtes bien dans l'émission Le Chant des Sirènes, l'émission féminine et féministe de Westrack Radio, en direct un lundi sur deux de 20h à 21h. Chaque émission est une échappée pour nous et on l'espère une découverte pour vous, ce soir plus particulièrement car le sujet de cette émission c'est le voyage. Si vous venez d'arriver, je vous conseille d'écouter le podcast de l'émission pour entendre les 20-30 premières minutes de l'émission et l'interview d'Anaïs Dumortier, guide conférencière derrière le projet Les Itinéraires bis d'Anaïs. On a parlé entre autres des femmes du Havre, de voyage et de tout ce que ça pouvait faire référence. Pour moi, le lien entre féminisme et voyage est assez clair, voire même tellement clair que je ne savais pas trop par où commencer ma chronique et dans quelle direction aller. Parce que d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été féministe et d'aussi loin que j'ai pu économiser, j'ai toujours voyagé. Inconsciemment, j'ai toujours lié ces deux modes de vie. À 18 ans, j'ai fait le Costa Rica 3 semaines en sac à dos avec une amie. À 19 ans, je suis partie seule faire mes études en Écosse pour 1 an. À 23 ans, je suis partie seule en Nouvelle-Zélande pour un travail et un stage. Et entre chaque grand voyage, je faisais des excursions avec mes copines, au Royaume-Uni, en Israël, un peu partout en Europe. Et puis un jour, vers 25 ans, j'ai fréquenté, très rapidement, et vous allez comprendre pourquoi, un mec qui m'a dit « Ah ouais, c'est courageux quand même, tous ces voyages pour une fille ». Et là, ça m'a fait un choc. Dans mon monde privilégié et tolérant, ça m'a fait un choc. Je venais d'être attrapée, et heureusement suffisamment tardivement pour que ça ne m'influence pas, par l'injonction et le stéréotype du « une femme seule ne peut pas voyager ». Et depuis qu'on m'a fait cette réflexion, j'ai vu des choses que je ne voyais pas. Par exemple, les articles. Tous les étés, il y en a 1 million qui donnent le top 10 des destinations sûres pour les femmes seules, ou les 20 conseils pour les femmes qui voyagent seules, ou encore 15 astuces pour fuir les relous à l'étranger, etc., etc. Longtemps, j'ai pensé que ce genre d'article participait, voire construisait un mythe, celui du danger de mort imminent pour les femmes qui voyageaient seules. Et si ce n'était pas une mort immédiate, le danger d'une agression, d'un kidnapping ou d'un viol. Car le réel premier frein au voyage en solo, c'est la peur de l'agression sexuelle. En 2013, il y a eu une vague médiatique suite à plusieurs viols en Inde. Le nombre de voyageurs seuls, de voyageuses seules, se rendant dans ce pays a chuté de 35%, selon le New York Times. Alors, à force d'être confrontée à ce genre de réflexion, moi aussi, j'ai commencé à lire les articles. Ceux qui donnent les destinations sûres, les trucs et astuces à appliquer dans les villes à l'étranger. Et en lisant ces articles, pour la première fois, je me suis rendu compte que le véritable problème, ce n'est pas le risque d'agression en tant que voyageuse solo. Le problème, c'est le risque d'agression en tant que femme. Le problème, c'est les hommes qui agressent les femmes. Que celles-ci soient des voyageuses, des touristes, des locales ne change rien. Elles sont agressées parce qu'elles sont des femmes. Et les agresseurs, quelle que soit leur nationalité, sont des agresseurs parce qu'ils sont nourris et pétris des violences perpétuées par le patriarcat. La violence envers les femmes est mondiale et universelle. Pour ma part, ne pas rentrer seule le soir, faire attention à comment je m'habille, ne jamais quitter mon verre des yeux en soirée, m'assurer que mes amis savent où je suis, avec qui je suis, tout ça je le fais déjà en France. Parce que comme toutes les femmes, j'ai intégré ces comportements pour ma propre survie. Alors si je l'ai fait en France, j'ai décidé de ne pas arrêter de voyager. J'ai continué à le faire, et nous sommes de plus en plus nombreuses à voyager seules. Les chiffres le montrent. Un constat corroboré par la dernière étude de la société Eatwise au Royaume-Uni, révèle que 55% des recherches de voyage en solitaire sont faites par des femmes, entre 25 et 34 ans. Comme partout où les femmes ne se sentent pas en sécurité, elles se serrent les coudes. Les réseaux d'entraide, des blogs, des applications, etc. D'un bout à l'autre de la Terre, les voyageuses solo savent qu'elles peuvent compter sur une autre voyageuse solo. Le réseau La Voyageuse, dont va vous parler Tiffaine, propose aux femmes de se faire héberger gratuitement par d'autres femmes. Tourlina pour trouver des femmes avec le même itinéraire. Où sont les toilettes est une appli qui te permet de changer ton tampon ou vider ta cup n'importe où dans le monde. Nomad Her pour rassembler les femmes à l'autre bout du monde. Et il y en a des dizaines et des dizaines. L'Organisation mondiale du tourisme indique que le nombre de femmes à voyager en solo est passé de 54 millions en 2014 à 138 millions en 2017. Alors si vous en rêvez, mais que vous n'osez pas, posez-vous 3 questions. Est-ce que j'aimerais voyager ? Est-ce que je me suis déjà privée de faire quelque chose ou d'aller quelque part pour faire plaisir aux personnes qui sont parties en vacances avec moi ? Est-ce que j'ai des regrets concernant mes précédents voyages ou sur un voyage que j'aurais aimé faire ? Si une seule de ces réponses à ces 3 questions est oui, et ben voilà, vous êtes prête à voyager seule. Allez-y. Go, go, go. Go, go, go. Et Tiffaine, d'ailleurs, je crois
je suis même sûre que tu voulais nous parler, toi, de La Voyageuse, n'est-ce Oui, pas? alors, t'as dit déjà que c'était gratuit, pas forcément. Et en vrai, avant d'écrire Fact-checking ma par Tiffen. chronique, moi, je me suis tâtée sur plusieurs sujets. En réalité, je me suis tâtée à vous parler de mes folles aventures de ces derniers jours. Découverte d'îles, folles rencontres, rénovation de bicoques, construction d'escaliers, de ponts. Lors de mes escales, j'ai découvert tellement de choses que je m'attardais jusqu'à pas d'heure. Pourtant, les journées passaient hyper vite. Mais tout ça, c'est dans le jeu Animal Crossing sur ma Nintendo. Donc c'est peut-être pas le propos. Cela dit, j'aurais aussi pu parler de mon week-end d'Halloween où j'ai voyagé dans le monde de la magie au pôle Simone Veil. Incroyable, j'ai volé sur un véritable Nimbus 2000 près de la forte des Weasley. Tout ça, c'était organisé par Sandrine Barraf et Maëva Dolon. C'était incroyable. Mais encore une fois, c'était peut-être pas le propos non plus. Du coup, j'ai décidé de vous parler de mon tour de la Jamaïque. Alors, j'y ai empoché un bon pactole, même si au final, j'ai perdu une course de bateau. Non, ça encore, c'est pas vraiment le propos. C'est le jeu de société Jamaïca et sa nouvelle édition auquel j'ai joué il y a 3 jours. Vous l'aurez compris, je voyage, mais je voyage de chez moi. Voilà. Bon, sérieusement, comme tu l'as dit, Aubery, j'ai décidé de parler de la voyageuse que tu as évoquée. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime bien les trucs un petit peu high-tech. Et surtout, quand derrière, aux commandes, il s'agit d'une femme. Le thème du jour, vous l'aurez compris grâce à la superbe playlist de Pierrette, c'est le voyage. Une femme qui voyage, c'est donc une voyageuse. Et la voyageuse, c'est le nom d'une start-up qui est créée par une certaine Christina. Avant de fonder ce site internet, elle a travaillé une dizaine d'années dans les nouvelles technologies. Donc elle ne part pas non plus de rien, cette fameuse Christina. En vrai, elle est taïwanaise. Elle a suivi ses études à Londres pendant lesquelles elle est venue en vacances à Marseille. Là, elle a rencontré son chéri avec qui elle décide de repartir vivre à Taïwan, puis finalement de revenir en France pour au final s'installer à Bordeaux. C'est dans les grandes lignes, donc c'est quand même une femme qui bouge beaucoup, on s'en doute à partir de là. Bref, cette madame, elle a pas mal voyagé et expérimenté différentes façons de voyager surtout. Elle voyage seule pour la première fois à 17 ans en Thaïlande. Et pour elle, partir seule, c'est une forme de voyage spirituel. Il permet l'émancipation, un regard sur soi-même et la confrontation à ses propres limites. Mais quand on voyage seul, on ne peut compter que sur soi-même. Et certaines situations sont difficiles, voire dangereuses. Christina, elle en a fait l'expérience en étant agressée à 20 ans lors d'un voyage en Europe. Et c'est à partir de là que le projet a commencé à germer dans sa tête. Comment permettre aux femmes de voyager seules en toute sécurité ? Puis, comme a dit un sacré bonhomme dans un sacré film, l'homme est un loup pour l'homme et surtout pour la femme. Du coup, faut bien se protéger. Quelqu'un a la référence du film ? C'est Dirty Dancing. Et bien sûr, ça n'a pas été pour elle la seule et unique agression au cours de ses périples, d'où pourquoi le projet s'est développé. Donc elle a décidé de créer une plateforme de mise en relation entre les femmes voyageant seules et des hébergeuses de confiance partout dans le monde. Elle a quitté son poste de directrice commerciale qu'elle avait et s'est lancée dans la création de son entreprise qu'elle a décidé donc d'implanter là où elle vit actuellement, Bordeaux. Elle a mené une campagne de financement participatif et sa start-up a vu le jour il y a quelques années maintenant, 2018. Et aujourd'hui, la voyageuse compte plusieurs collaborateurs et collaboratrices. Les hébergeuses. Elles ont tout type de profil. Étudiantes, femmes actives, mères au foyer, retraitées, qu'elles vivent seules ou en famille, elles offrent simplement un toit aux voyageuses. Et ce, en toute sécurité. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire de fournir repas, voire même lit. Les voyageuses peuvent dormir sur le canapé ou à même le sol, comme c'est plusieurs fois arrivé à toute femme qui sait comment c'est de voyager seule et de se dire « j'irai dormir chez l'habitant ». Ah bonjour, j'ai un cabanon là, si vous voulez. Vous pouvez y aller. Donc, les hébergeuses, elles ne reçoivent aucune contrepartie financière. L'accueil se fait sur le principe de l'échange, du partage et de la découverte de l'autre. Parce qu'il faut savoir que quand elle est partie en Thaïlande, à 17 ans, elle devait partir avec une copine. Sa copine n'est finalement pas partie et elle a réussi à trouver une famille qui l'a accueillie, qui lui a fait le tour de la ville où elle était et tout. Donc, elle s'est dit, le partage, c'est cool. Mais les voyageuses, quant à elles, c'est pas gratuit pour elles en réalité, Aubery.
C'est là où je te dis pas la même chose parce qu'en fait, tu as un pass à prendre à l'année qui te coûte 119 €. Quand on sait que rien n'est reversé aux hébergeuses, je trouve ça un petit peu cher, un poil cher. Après, pour qu'un projet puisse tenir le coup, on comprend qu'il faille un petit peu d'argent. Mais voilà, donc si vous voulez aller checker tout ça, c'est www.la-voyageuse.com et si vous prenez le pass de 119 €, vous avez du coup possibilité de réserver autant d'hébergements que vous le souhaitez sur un an. Voilà. Après, généralement, donc Couchsurfing, je sais pas si c'est payant, mais par exemple Woofing, LPX et tous ces sites de voyageurs, en fait, il y a une adhésion pour permettre la tenue du serveur, la rémunération des gens qui tiennent, etc. 119, c'est plus cher que la majorité. Mais j'imagine que c'est plus qualitatif. Ils sont 5 pour l'instant, seulement derrière, en collaborateurs et collaboratrices. Donc 119, déjà que si on est 10 dans la journée à prendre un pass, ça fait déjà pas mais mal d'argent. du coup, ça te donne accès à une base de données mondiale. J'imagine que c'est... C'est ça, c'est un peu partout dans le monde. Après... oui, enfin chaque chose a son coût de toute façon. C'est un peu cher, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. Trop bien, génial. Merci Tiffaine. Eh bien, je propose qu'on s'écoute un petit morceau. Alors juste avant, je voulais rajouter une petite info, puisque vous avez parlé de plein de sites et plein de ressources. C'est un livre qui s'appelle, et du coup un site qui s'appelle La Guide de voyage. Et donc c'est une amie Charlotte qui a créé ça il y a quelques années, en se disant que quand on prend, c'est un peu la réflexion que tu avais Anaïs sur les noms des rues, et puis aussi la manière de présenter une ville, c'est toujours au travers de noms d'hommes et des yeux des hommes. Et elle a voulu créer des guides de voyage avec que des femmes. Donc, vous avez des guides de voyage pour différentes villes d'Europe qui mettent en valeur des femmes anonymes ou célèbres, mais qui visibilisent l'histoire et le matrimoine des femmes. Et ça s'appelle La Guide de voyage. Et si vous allez aussi sur son Facebook, vous verrez plein d'infos intéressantes, comme par exemple le fait qu'à Londres, il y a plus de statues en hommage à des animaux qu'à des femmes. Donc, c'est intéressant. Et elle est en train de développer ses guides sur de plus en plus de villes. Donc, si vous êtes intéressé à contribuer, ou si nous on a envie de faire la guide de voyage au Havre. D'ailleurs, vivement le guide de la routarde. Non mais c'est vrai. La guide de la routarde. C'est juste qu'en fait pour l'instant les auberges, les restaurants, c'est toujours des hommes qui décernent des prix. Tout à fait. Donc vivement qu'on se dise ça c'est cool et c'est pas masculin. S'il vous plaît. C'est vrai. Parce que, tiens, ça fait longtemps. J'emmerde le patriarcat. C'est pas vrai. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ça faisait au moins 2 semaines lors de la dernière émission. Donc, la guide de voyage. Pierrette, je te laisse présenter la prochaine musique qui est pour le coup plus subtile que les autres. Tout à fait. On voyage, mais on voyage aussi au travers de nouvelles langues. Et donc, pour cette chanson, contrairement à mon habitude, je ne vais pas pouvoir vous citer des extraits des paroles, puisque c'est en langue inuktitut, la langue du peuple inuit. Et c'est une chanson de Elie Sapi, une chanteuse et réalisatrice québécoise Inuk. Son dernier album s'appelle The Ballad of the Runaway Girl, donc la ballade d'une fille en fuite, qui évoque le voyage comme déracinement, parfois, mais aussi comme la route de notre vie, le parcours qui fait ce que l'on est. Et Arnak, le titre qui s'écrit A-R-N-A-Q, veut dire femme, le titre de cette chanson. C'est une pièce vibrante, forte, poétique, qui rend hommage à la force des femmes, en particulier aux femmes, aux filles autochtones disparues ou assassinées au Canada. Donc bon voyage dans la langue inuktitut. C'est donc Arnak d'Elie Sapi.
de tango la vie. Aucun day maintenant. Ça peut dire la vie. Aucun day maintenant. Aucun, oh yeah, maintenant. Tango woman. C'était Arnaque d'Elie Sapi. Vous êtes dans l'émission Le Chant des Sirènes, l'émission féminine et féministe de Westrack Radio en direct un lundi sur deux de 20h à 21h. Ce soir, on voyage avec Anaïs Dumortier, guide conférencière derrière le projet Les itinéraires bis d'Anaïs. On a aussi voyagé avec Tiffaine qui nous a parlé de la voyageuse, Pierrette qui nous a parlé de la guide et qui maintenant nous emmène dans une destination inconnue puisque je n'ai pas eu le droit de savoir de quoi elle allait nous parler. C'est un poème surprise d'une poétesse surprise. Je te laisse la parole. Voilà, on voyage en littérature. En effet, je trouvais ça chouette de le changer aussi de registre de communication. Et donc, c'est un poème de Anna de Noailles. Alors, quelques mots sur elle. Elle est née à Paris en 1876 dans une famille très riche de la noblesse roumaine. Elle parle 5 langues. Elle se passionne pour les arts, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'elle a une mère et une tante musiciennes. Avec son mari, le comte de Noailles, elle évolue dans la haute société parisienne. Elle crée un salon qui attire l'élite intellectuelle, littéraire, artistique de l'époque, qui est composée principalement d'hommes. Mais en 1904, avec d'autres femmes, figurez-vous, elle crée le prix Vie Heureuse, qui est issu de la revue La Vie Heureuse, et qui deviendra en 1922 le prix Femina, qui récompense la meilleure œuvre française en prose ou en poésie, et d'ailleurs écrite indifféremment par un homme comme par une femme. Et pourquoi elle a créé ça? Donc elle l'a créé avec 21 autres femmes pour faire une contre-proposition au prix Goncourt, qui cette année-là avait donné son prix à un homme, Léon Frappier, aux dépens de Myriam Hari, qui était très largement favorite. Donc elles ont estimé que c'était misogyne et elles ont voulu faire leur propre prix. Donc c'est Myriam Hari qui a été la première lauréate. Et pour compléter cette petite histoire de misogynie, la première femme récipiendaire du prix Goncourt sera Elsa Triolet en 1944, donc 40 ans plus tard. Anna de Noailles, c'est la première femme élevée au grade de commandeur de la Légion d'honneur et la première femme reçue à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Au fauteuil 33 pour être très précise, où elle lui a succédé Colette et Jean Cocteau. Donc oui, il y a toujours un petit peu de Belgique à chaque fois dans mes chroniques. Toujours avec Pierrette. En 1921, elle reçoit le Grand Prix de littérature et plus tard, l'Académie française créera le prix Anna de Noailles en son honneur pour honorer une femme de lettres. Et par exemple, en 2018, c'est Laure Buisson qui le reçoit pour son ouvrage « Pour ce qu'il me plaît, Jeanne de Belleville, la première femme pirate ». Petite référence à notre émission sur les femmes et la mer de septembre et sur les femmes pirates. Mais voilà, revenons à Anna de Noailles qui a écrit donc 4 romans, une autobiographie et de nombreux poèmes. Et je vais essayer de vous déclamer le poème qui s'appelle « Train en été ». Pendant ce soir inerte et tendre de l'été, où la ville, au soir bleu mêlant sa volupté, laisse les toits d'argent s'effranger dans l'espace, j'entends le cri montant et dur des trains qui passent. Qu'appelle-t-il avec ses cris désespérés? Sont-ce les bois dormants, l'étang, les jeunes prés, les jardins où l'on voit les petites barrières, pliées au poids des lys et des roses trémières? Est-ce la route immense et blanche de juillet que le brûlant soleil frappe à coups de maillet?
Sont-ce les vérandas dont ce dur soleil crève, le vitrage ébloui comme un regard qui rêve? Ô train noir qui roulait en terrassant le temps, quel est donc l'émouvant bonheur qui vous attend? Quelle inimaginable et bienfaisante extase vous est promise au bout de la campagne rase? Que voyez-vous là-bas qui luit et fuit toujours, et dont s'irrite ainsi votre effroyable amour? Ah, de quelle brûlure en mon cœur s'accompagne ce grand cri de désir des trains vers la campagne. Voilà, c'était Anna de Noailles, Train en été, de sa revue Les Éblouissements en 1907, et j'espère que ça vous a plu d'entendre de la poésie des Alexandrins. Magnifiquement oui. déclamée, bravo. Et elle n'était pas debout, à notre grand regret. On a demandé une déclamation à bonne et due forme, debout, Les la main sur personnes ne le cœur. voient, ça. Et bon, bah, La prochaine voilà. fois, la prochaine fois. Je suis sûre que vous l'avez entendu à l'antenne, elle n'était pas debout, la main sur le cœur. Mais merci pour ce magnifique poème. Surprise, d'une poétesse surprise. Eh bien, nous sommes parfaitement dans les temps et nous avions une dernière chanson avant de nous dire au revoir. Je te laisse présenter ce titre que je te laisse prononcer, un Tout titre à fait. maori. Voilà, on a envie de continuer à voyager et donc là on va en Nouvelle-Zélande. C'est une chanson de Maïsé Rika. On a parlé de l'océan dans Voyage Voyage, hein, plus loin. Voilà, et là c'est une chanson qui célèbre une divinité des îles du Pacifique. Maïsé Rika, c'est une artiste maori de Nouvelle-Zélande donc qui écrit sur son peuple, sur ses valeurs, qui a été reconnue par plusieurs récompenses musicales pour ses chansons engagées. La chanson s'appelle un Tangaroa Waka Maotai. Et Tangaroa, c'est le maître des marées. Cette magnifique chanson est un hymne universel à la paix et une prière adressée à la nature océanienne dans toute sa splendeur. Donc avant d'écouter ça, eh bien, je remercie Anaïs, Stéphane, Pierrette pour cette belle émission de voyage. On fait un coucou à Oriane oui, aussi qui avait gros bisous à prévu. Oui, un coucou à Oriane qui voyage au fond de son lit et on espère qu'elle va vite se rétablir. Et on vous laisse écouter Tangaroa Whakamautai de Maïsé Rika. Salut. Et on vous dit à dans 2 semaines. Salut. Ciao.